Bonjour à tous et bienvenue dans votre entretien culturel du vendredi soir. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, Dolores Baquela s'est entretenue avec Sophie Rosemont sur la question de la place qu'occupent les femmes dans le rock et de l'héritage trop souvent oublié qu'elles y ont laissé. Cette fois-ci, on va rester à peu près dans la même thématique, sauf qu'il sera question de la scène jazz. Et les jazzwoman sont du grand public plus souvent connues au travers d'icônes vocales comme Billie Holiday ou Ella Fitzgerald. Et par ailleurs, la sociologue Marie Buscato a démontré que 65% des vocalistes sont des femmes et que seulement 4% sont instrumentistes. Pourquoi une telle sous-représentation ? C'est en me posant ces questions que j'ai souhaité rencontrer la saxophoniste Sophie Alour et la batteuse Anne Passeo pour en discuter. Quels sont leurs parcours, leurs influences et comment sont-elles parvenues à percer dans un univers encore très masculin et parfois précaire. Anne Passeo, Sophie Alour, bonjour à vous deux et merci d'avoir accepté cette interview ici au Sunset Sunside, lieu mythique de la scène jazz parisienne. Donc vous êtes deux musiciennes de talent reconnues par les plus grands comme Wynton Marsalis ou Charlie Haden. Alors tout d'abord, quels ont été vos parcours respectifs et comment avez-vous commencé la musique? Quelles ont été vos inspirations? Alors moi j'ai commencé la musique en écoutant Pierre et Leloup. Ouais. Avec la clarinette, parce qu'il n'y avait pas de saxophone dans Pierre et Leloup. Mais tout de suite, j'ai eu envie de faire du saxophone, et j'ai attendu très longtemps avant d'en faire, d'avoir 19 ans. Et donc j'ai appris sur le tas, très vite en situation de concert. Au bout de 2 ans de saxophone, je jouais déjà dans des contextes de concert. Et voilà, après j'ai quand même fait un détour par le CNSM, par l'IACP. J'ai rencontré pas mal de gens importants, enfin qui ont été importants ensuite, dont les frères Belmondo, François Théberge. Un petit détour par le CNSM en auditrice libre, juste en arrangement. Ouais, c'est quoi le CNSM ? Le Conservatoire national de musique. Ok. Et voilà, et en fait, mon parcours s'est fait vraiment en apprenant avec les gens à jouer sur le terrain, etc. Et je pense que j'ai eu la chance d'être embauchée tout de suite dans des orchestres qui avaient leur importance à l'époque. Et voilà, j'ai appris en regardant faire les gens. Ouais. Et je continue avec Rhoda Scott d'apprendre en regardant, en écoutant et en observant comment font ces gens-là, ces gens d'une autre génération. Quand l'inspiration elle vient dans l'observation quotidienne des autres instrumentistes, des gens avec qui on joue. Oui, alors là je parlais plus d'un aspect général. L'inspiration c'est encore autre chose, mais bien sûr que c'est des gens qui m'ont inspirée, oui. Mais elle est venue aussi de gens, de musiciens encore plus illustres, on va dire, de légendes, quoi. Essentiellement masculines, justement. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Mais je me suis identifiée essentiellement, jusqu'à présent, jusqu'à Rhoda Scott en fait, à des musiciens masculins. Oui, parce que c'est des références connues pour le saxophone en tout cas, bon, voilà, Coltrane, Wayne Shorter. Ouais, puis parce que les femmes étaient pas très nombreuses, en fait, elles sont pas tellement nombreuses à occuper le terrain. Ouais, voilà, donc ça après il y a plein de raisons sociologiques à ça, mais il se trouve que c'est assez curieux de s'identifier toute sa jeunesse à des musiciens masculins, quoi. D'accord. Et vous, Anne, comment ça s'est passé, l'introduction à la musique, votre parcours? En fait, moi, c'était la batterie. Je voulais jouer de la batterie. Je ne sais pas vraiment exactement pourquoi. Ce que je sais, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de groupes et de musiciens qui jouaient à la télévision. Donc je pense que j'ai dû voir des batteurs, en fait, dans le poste. Et j'ai commencé à 10 ans, d'abord au conservatoire dans la ville où j'étais. Et assez rapidement, j'ai fait un genre de coup d'état avec dans le conservatoire, parce qu'en fait, on me faisait jouer de la caisse claire et du xylophone, et moi, je voulais jouer de la batterie. Et voilà, donc j'ai dit, si vous ne me faites pas faire de la batterie, moi, j'arrête la musique. Donc je dirais que c'est la batterie qui m'a amenée à la musique, en fait. Et voilà, et de fil en aiguille, encore une fois, j'ai commencé à jouer dans des groupes, plutôt de chansons françaises, en fait, et de rock. Et puis, j'ai fait pas mal d'écoles différentes, et le Conservatoire de Paris, en jazz aussi.
Et en parallèle, il y a un guitariste qui m'a appelé pour jouer, qui s'appelle Christian Escoudé, qui est un des messieurs qui a marqué l'histoire du jazz en France. Et puis il m'a appelé très jeune, quoi, je devais avoir 20 ans. Et puis j'ai commencé à jouer avec plein d'autres mondes, avec Alain Jean-Marie, aussi avec Rhoda Scott, et puis avec plein de musiciens très différents, et dans plein de styles de musique différents. Du coup, vous êtes arrivé un peu dans la batterie, un petit peu, comme vous dites, vous êtes un peu rentré dans le tas, genre je veux faire de la batterie, j'ai pas envie de faire du xylophone. Ouais. Faites-moi pas chier avec ça. Ouais. Ok. Ouais, c'était ça, c'était la batterie ou rien d'autre. Mais pour les inspirations, il y a encore moins de personnages féminins dans l'univers de la batterie. Alors moi, je me pose pas la question du genre, enfin du sexe, je sais pas comment on dit. Pour moi, c'est la musique, c'est les musiciens et peu importe. Oui, mais aujourd'hui, on est bien obligé de se la poser parce que c'est une constatation évidente de dire que les musiciens que tu as écoutés, en grande majorité, enfin c'est un fait que les musiciens que tu as écoutés étaient des musiciens masculin. Ouais. Moi non plus, je me suis jamais posé la question avant tous ces débats, finalement. Parce que nous, on se dit pas tous les jours, on est des femmes, comme c'est curieux. C'est les gens qui nous renvoient ça. Et de la même manière, je me suis jamais, au moment où j'écoutais tous ces musiciens, dit, mais c'est très curieux, j'écoute des musiciens hommes. À aucun moment. Bah, d'ailleurs, j'allais y venir à ça, parce que quand vous êtes tout au long de votre évolution, que ce soit au conservatoire, et puis aussi quand vous avez commencé à rentrer dans des formations de jazz, même autres, il n'y a pas eu de préjugés, parce que quand même dans l'univers pas forcément du jazz seulement, mais même de la musique, c'est quand même des instruments très masculins entre guillemets, et donc voilà, ça peut forcément prêter lieu à pas forcément des critiques directes, mais des fois des petites vannes, genre t'as pas assez de force dans le poignet ou t'as pas assez de souffle, voilà, des conneries comme ça. Vous avez jamais eu affaire à ce genre de petites remarques Après, c'est pas... Moi, je peux pas dire que j'en ai souffert. Je sais pas toi, mais la première fois que j'ai eu affaire à ça, c'était de la part de mon professeur de jazz, celui qui m'avait vraiment fait découvrir le jazz, qui m'a dit non, mais tu devrais rester à la clarinette. Le saxophone, c'est vraiment un instrument d'homme. La clarinette, c'est parfait pour une femme. Et là, j'ai pris conscience du sexisme, vraiment à l'état brut, c'est-à-dire d'être d'abord une femme avant d'être ne serait-ce qu'un être humain ou un musicien. Enfin, et je comprenais pas, parce que pour moi, c'était mon instrument, le saxophone ténor. C'était même pas l'alto, je voulais pas en entendre parler. C'était la voix de Coltrane, je voulais aller dans son sillon, quoi. Je voulais vraiment... Donc, je trouvais ça hors de propos, et ça l'est, hors de propos. Mais c'était la première fois que j'étais confrontée à ça. Et après, bien sûr, quelques petites réflexions macho, ou voilà. Mais finalement, j'ai eu l'impression d'éviter certains écueils auxquels se heurtaient les musiciens hommes. C'est-à-dire que souffle fort si t'es un homme, quoi. Montre-nous que t'es fort, voilà. Donc forcément, alors qu'en soi, ça veut rien dire. Il y avait même des grands saxophonistes. Hank Mobley, par exemple, il n'avait pas spécialement... Il n'avait pas un souffle phénoménal, et pourtant... Mais justement, le fait d'être une femme m'évitait un petit peu ce genre de choses, parce que forcément, c'était débile de m'adresser ça. Donc, j'ai pas vraiment eu à en souffrir pour le coup. Moi, je reprenais je reprends ce que tu disais. Je suis pas complètement d'accord parce que sur le fait quand tu dis que parce que tu es une femme, tu as évité certains écueils et on en connaît plein en fait des musiciens hommes qui évitent aussi le truc de je joue fort, je joue vite, moi des sax ou voilà, j'en connais plein. Du coup, ouais, mais du coup pour moi c'est pas, pour moi c'est plus un truc de caractère que du fait que tu sois un homme ou une femme. Oui, mais si tu veux, là, alors, pour préciser les choses, parce que c'est un commentaire, bon, j'aurais préféré éviter d'en parler, mais j'ai entendu, moi, vas-y, souffle, t'es pas un PD. Chose qu'on ne pouvait pas m'adresser. Donc là, c'est très concret. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai entendu ça en cours de saxophone. Hein. Je dirais pas par qui, parce que ce serait désobligeant pour lui, mais bon, en tout cas, j'ai entendu ça. Et forcément, sur moi, ça faisait flop, quoi. Oui, ça bah oui, pas forcément, marcher. ça fait... C'est vraiment très spécifique. Désastre. Dans votre pratique de la batterie, vous avez jamais eu ce genre de petits préjugés, ce genre de...
Ah bah si, évidemment, bien Ça sûr. doit être courant. Oui, après, j'en ai plein des histoires. Hein. J'en ai plein. Voilà, on en a tout plein, mais en fait, mon petit jeu, en fait, c'était de rien dire et ensuite d'aller jouer et de fermer les clapets. Voilà, je disais rien, pas de problème. Par contre, quand j'arrivais sur la batterie, eh ben, je voulais que là, il n'y ait plus rien qui puisse être dit. Du coup, je pense que ça m'a donné un truc de force aussi, de genre, en fait, bah, vous êtes con. Bah, là ouais, vous avez compris que c'était vraiment très con ce que vous avez dit. Bah, là-dessus, vous vous retrouvez toutes les deux. Je suppose que de votre côté aussi, Sophie, vous avez dû enfermer des bouches pour avoir écouté votre musique, vos musiques respectives. J'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que je suis d'accord avec toi, Anne, que ça donne une certaine force. Parce que on est obligé d'intérioriser quelque chose, mais sans doute que pour plein d'autres musiciens, hommes, c'est la même chose. De toute façon, on se heurte à une certaine, pas du tout hostilité, mais c'est difficile, c'est un métier difficile. C'est un métier où on rentre dans l'arène, où on s'expose, on se met en danger. Donc, être un homme ou être une femme, finalement, c'est secondaire. On est confronté à nous-mêmes, déjà, en premier lieu. Donc ça, forcément, je pense que ça force à une certaine intériorité. Et donc, toutes ces réflexions, finalement, nous, on en a fait un florilège entre copines. On se raconte la dernière sortie du Pecno qu'on a croisé. C'est-à-dire que c'est vraiment plutôt source de rigolade que de souffrance. Enfin, oui, vous en riez. Comparé peut-être à d'autres milieux où c'est plus... Maintenant, quand je reviens... En fait, c'est aujourd'hui, quand je reviens personnellement sur mon parcours, la façon dont je suis rentrée dans ce milieu progressivement, je m'aperçois aujourd'hui de la difficulté qu'il y avait à descendre dans un club de jazz quand on a 18 ans, donc déjà à être la seule femme musicienne, parce que c'était le cas à ce moment-là, et à monter sur scène. C'est encore autre chose, c'est-à-dire que c'est absolument pas comparable à un homme. Le regard qu'on pose sur une femme n'est pas celui qu'on pose sur un homme, et quand on est, a fortiori, sur une scène, et je trouve que sauter le pas, ouais, je pense que c'est difficile. Aujourd'hui, c'est peut-être différent. Je pense qu'il y a plus de femmes et de jeunes femmes. Oui, il y a quand même une évolution assez positive. Vous avez quand même des femmes qui sont plus nombreuses. Dans les jams, à l'époque, il n'y avait pas une seule femme. Donc forcément qu'on s'exposait à un regard et à une adversité. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. À une adversité, c'est pas une hostilité, l'adversité. L'adversité, elle concerne tout le monde. Donc c'est un challenge, quoi. Mais c'est un challenge qui est d'une nature un peu différente. Et je pense que ça explique les parcours. Moi, ça explique en tout cas, je me suis forgée très tôt une âme de leader parce que finalement, j'avais pas le choix. Ouais. J'étais pas entourée j'avais des copains, j'avais des alliés musiciens. Mais c'était pas la même, je pense, la même fluidité que pour un homme. Ouais. Vous avez ressenti la même chose, vous, quand vous êtes arrivé sur la scène musicale, cette adversité dont parle Sophie? En fait, pendant longtemps, j'ai jamais voulu m'habiller, mettre des talons, mettre des décolletés, mettre des bras nus. Tout ça, moi, c'était niette, en fait. Ouais. Parce que je voulais pas qu'on voit d'abord le fait que je sois une femme, mais d'abord qu'on voit la musique. Et ça a été vraiment un truc... je suis un peu en train de changer là-dessus, mais encore, je pense qu'on ne me verra jamais avec des talons. Déjà, c'est pas pratique pour jouer. J'imagine. Mais il y a ce truc de dire ok, je suis une femme, mais c'est pas parce que je suis une femme que je dois forcément être sexy sur scène, que je dois mettre du rouge à lèvres, que je dois ceci, cela. Après, si aujourd'hui je le fais, c'est pour moi, en fait. C'est parce que ça me fait plaisir, parce que ça me plaît, quoi. Voilà. Mais ça sera jamais... voilà, moi, je veux surtout pas, quand je monte sur scène quelque part, qu'on se dise ah bah c'est une nana, et qu'on regarde, qu'on fasse un scan de mon physique avant que je joue. Que la batterie, c'est pas mal pour ça, parce qu'il y a les fûts devant. Donc, Mais c'est un truc très important ce que tu dis, parce que Marie Buscato en parle dans son livre. La tendance des femmes dans la musique, dans le jazz en tout cas, dans le jazz. Hein. Le jazz, c'est très particulier, c'est pas du tout comme la musique classique. Mais c'est de gommer tout ce qui peut être féminin. Marqueur de féminité, ouais. Bah oui. C'est normal. Et ça trahit quelque chose. Ça trahit quand même une adversité différente que
pour un homme. D'accord. Les hommes n'ont pas ça à faire. Ils ont sûrement d'autres difficultés à traverser. Tout à l'heure, on parlait des inspirations, donc un petit peu des musiciens et musiciennes que vous avez inspirés par le passé. Mais quand même, j'ai envie de vous poser la question plus précisément, parce que chez les instrumentistes qui sont contemporaines à Coltrane ou Joe Anderson, on a quand même des noms. Il y a pas personne. Il y a quand même V. Red, il y a Alice Coltrane au piano, il y a Mary Lou Williams également au piano, Carla Bley aussi. Mais comment vous regardez-vous en tant que musicienne la sous-représentation dans l'histoire de la musique? Est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes posé la question de vous dire comment ça se fait qu'il y a qu'une seule saxophoniste connue, que 2-3 pianistes? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Moi, je le replace dans un contexte historique. Je veux dire, vous regardez déjà dans la science. Qui on connaît? Marie Curie. Marie Curie, elle est toujours associée à qui? À Pierre. Ouais, évidemment, on dit toujours Pierre et Marie d'ailleurs. On dit pas, Voilà, on dit c'est pas Pierre, Marie et Pierre. c'est Pierre et Marie. Alors que Marie a quand même... Enfin bref, on ne va pas partir dans ce débat-là. Mais, et même dans l'histoire en fait, le nombre de femmes dont on ne parle pas. D'ailleurs, il y a eu une BD très intéressante qui a été faite qui s'appelle Les Déculottés. Ouais. Où je ne sais plus l'autrice qui a fait ça, mais elle allait chercher des femmes qui ont marqué l'histoire ou qui ont changé l'histoire et dont on ne parle pas, dont on ne connaît pas les noms. Donc je pense que c'est un truc général. C'est vrai. Je pense que c'est un truc qui est dû aussi à notre passif de pays catholiques, en tout cas pour l'Europe, mais ça marche aussi pour les juifs, les musulmans, les hindous, les bouddhistes. En fait, dans toutes les religions du monde, la femme, il ne faut pas trop qu'elle soit... Pas quand on qu'elle soit devant, quoi. Voilà, donc je pense qu'on a tous, tout notre monde a cet héritage-là. Par exemple, c'était quoi que j'avais lu? Une femme qui écrivait les livres de son mec. Elle écrivait les livres et lui, il les sortait sous son nom. Ouais. Bah, y a un film, ouais, Monsieur et Madame Adelman. Ouais, The Lady, ou Ouais. Lady. Ouais. Je crois. Moi, j'ai plutôt la référence Monsieur et Madame Adelman avec Doria Tillier et le fils de Nicolas Bedos. Voilà. Ouais. Et c'est un peu le même principe, ouais. C'est quelqu'un qui écrit, c'est la femme qui écrit et le mec qui se crédite, quoi. Bah ouais, et en fait, dans notre histoire, en tout cas là, si je parle de l'Occident, c'est comme ça depuis des années. Donc je pense que les femmes qui jouaient trop bien, on leur a dit ah, non, toi, hop, voilà. Donc je pense que le jazz, c'est pareil. Et je me faisais la réflexion aussi l'autre jour. Je lisais un article sur une femme va être arbitre dans un match de foot de Ligue 1. Ouais. C'est la première fois que ça arrive. C'est genre, apparemment de ce que je disais, c'est une des meilleures arbitres du championnat. Par contre, à la Coupe du Monde, ah bah non, il faut que ça soit des hommes. Ouais. Et je veux dire, il y a des choses qui bougent, mais c'est... Ouais, la question de la sous-représentation des femmes dans le jazz, finalement, c'est un des multiples symptômes de la société, de l'héritage Ouais. qu'on a. Mais il faut s'y intéresser à cet héritage parce que moi, je suis en train de lire en ce moment Une chambre à soie de Virginia Woolf, que je recommande absolument. C'est indispensable, en fait, de faire lire ça aux gens pour qu'ils comprennent parce que on arrive de siècles et de siècles En fait, elle fait non pas l'histoire de l'émancipation des femmes, elle fait l'histoire de l'opposition des hommes à l'émancipation des femmes. Ouais. Elle en parle avec beaucoup d'ironie, elle fait pas l'histoire de ça, mais en fait, elle se demande pourquoi les hommes ont toujours parlé des femmes dans plein d'ouvrages pour expliquer que la femme était moins parfaite que l'homme, qu'elle était inférieure en tout, donc dans plein d'aspects. En fait, et elle s'intéresse à ça, elle se dit, mais comment ça se fait qu'il y ait une sous-représentation des écrivaines, et en plus que les hommes s'occupent autant de démontrer l'infériorité des femmes. Et en fait, elle explique tout ça, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est quand même ahurissant que les femmes aient été maintenues dans les maisons si longtemps, sans chambre à elles, parce qu'elle revient en fait sur des choses assez triviales, mais qui montrent à quel point une femme, pour écrire, c'était un exploit, c'est déjà un exploit en soi d'écrire une œuvre. Mais d'écrire alors qu'on est dans le salon, qu'on n'a pas d'espace à soi, qu'on est interrompu sans cesse, que la société entière vous renvoie une espèce, enfin un regard goguenard sur ce que vous faites, parce que de toute façon, il y avait un critique qui disait, alors d'une femme actrice, que regarder une femme actrice, c'était comme regarder un chien de cirque. On trouve ça ridicule, mais on reste parce que ça marche, quoi, Ouais. en gros. Et ça, elle dit ça dans les années 20, elle dit pour les femmes compositrices, c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc elle parle dans les années 20.
Nous, bien sûr, ça a évolué, mais il y a encore plein d'aspects qui sont l'héritage de ça, un héritage direct. Mais du coup, pour en revenir à la musique, quand même si là il y a une progression, j'en reviens au chiffre qu'avait donné Marie Buscato de 4% chez les instrumentistes, que j'ai dit en introduction. C'est quand même vraiment très peu, même encore aujourd'hui, même s'il y a une évolution. Pourtant, dans les conservatoires, je suppose que c'est pas les femmes, les musiciennes de talent qui manquent. C'est en train d'arriver. Hein. Ouais. C'est-à-dire que l'évolution continue. Ouais. Je pense que là, c'est en train de bouger beaucoup. Moi, j'ai souvent des messages de jeunes batteuses qui me demandent des conseils, des trucs comme ça. Je vois plein de jeunes musiciennes qui rentrent dans les conservatoires. Donc, c'est en train de bouger. Mais je pense que, alors elle en parle très bien, Marie Buscato, elle dit bien que le jazz, c'est un milieu très informel. On est très loin, justement, de cette progression par échelon qui mène aux orchestres, avec quand même une certaine hiérarchie, des choses qui sont très réglementées, on va dire. Dans le jazz, c'est très informel. Enfin, c'est beaucoup par cooptation. C'est aussi très précaire. Elle explique bien que la précarité, souvent, dans n'importe quel milieu et dans n'importe quel métier, provoque une espèce de resserrement qui fait que les hommes sont beaucoup plus solidaires parce que forcément, plus précarisés eux aussi. C'est-à-dire que la précarité, elle concerne tout le monde. Ouais. Donc, les femmes ont beaucoup plus de mal à pénétrer ces milieux-là. Et je pense que pour une jeune femme qui débute, c'est difficile, c'est très opaque, quoi. Oui, la précarité d'ailleurs, c'est une question que je voulais vous poser aussi parce que je suppose que maintenant vous êtes quand même arrivé à un certain niveau De au sein de vos richesse. formations. Non. Non, pas de richesse, mais c'est-à-dire maintenant vous êtes quand même bien dans la scène jazz, mais je suppose que ça va pas, et aussi pour les autres musiciens, ça n'a pas toujours été facile. Et Marie Buscato d'ailleurs en parle que c'est un milieu assez précaire. Comment vous témoignez de ça, d'un petit peu des conditions sociales d'existence d'un musicien de jazz en général? Il y a tout, hein. C'est pas, y a pas, enfin, je dirais pas que le musicien de jazz vit comme ça, gagne tant. Enfin, il y a des musiciens extrêmement talentueux qui ont beaucoup de mal à boucler leur fin de mois. Il y a des musiciens extrêmement talentueux qui s'en sortent très bien. Il y a beaucoup d'expériences très très différentes. Voilà, après, ça dépend de plein de choses, quoi. Un musicien qui va jouer beaucoup en ce qu'on va dire en sideman, donc accompagnateur, et qui va jouer avec des groupes qui cartonnent, mais il va très bien s'en sortir. Et le même musicien ou la même musicienne l'année d'après peut se retrouver avec pas de boulot parce que la tournée s'est arrêtée et tout ça. Après, moi, de ma petite expérience, j'ai l'impression que pour des groupes en développement, en tout cas, il vaut mieux faire du jazz que de la pop. Ouais. Donc socialement, c'est plus facile de commencer limite par le jazz dans une formation que par la pop. En fait, ce que j'ai vu en tout cas, les niveaux de salaire dans le jazz sont meilleurs souvent pour les accompagnateurs que dans la pop. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ça, c'est intéressant, ça. Ouais, et ça, c'est vrai que c'est pas hyper dit, mais moi, parce qu'on pense que la pop, c'est plus vendeur, donc tout de suite, ça brasse plus d'argent, et donc... Alors pour la personne qui est le leader, oui, ça brasse beaucoup plus. Par contre, pour ceux qui sont vraiment accompagnateurs, qui sont derrière la star, en fait, c'est... de studio, quoi. C'est même pas... Non, studio, c'est encore autre chose. C'est les accompagnateurs pour la scène dans la pop. Ah, d'accord. En tout cas, d'en avoir parlé avec plein de musiciens dans ce milieu-là, et l'avoir fait aussi. Après, il y a un plus gros volume de dates dans la pop. Mais c'est moins égalitaire, en fait. Mais c'est moins égalitaire. Il y a beaucoup plus... Alors, c'est pas le cas avec tous les leads dans la pop aussi. Il y en a où tout le monde est payé pareil, mais c'est pas si courant que ça. Mais souvent, on peut avoir un chanteur qui va être payé 6 fois plus, voire 10 fois plus que les accompagnateurs. Dans le jazz, il y a un truc où, quelque part, on est tous dans le même bateau. Ouais. Où c'est assez rare, en fait... Enfin, c'est plus rare, en tout cas, d'avoir le leader qui est payé beaucoup mieux que les autres. Ouais, et puis ça poserait problème au sein de la formation. Non, ça me rappelle le film Mo Better Blues de Spike Lee, où justement, au sein de la formation, il y a plein d'embrouilles sur alors quand est-ce que tu nous payes, quand est-ce que tu nous augmentes. Parce qu'effectivement, il semble y avoir des petites inégalités entre le leader Denzel Washington et puis les autres. Ouais. Et je suppose que c'est peut-être aussi le miroir d'une réalité. C'est-à-dire que si le leader se paye trop, ça va sans doute faire jaser au sein de la formation, ça va pas se passer aussi facilement C'est peut-être lié aussi à la façon dont fonctionne la musique. C'est-à-dire que, je connais moins la pop, mais
bien sûr que les musiciens ont leur importance, mais c'est très starisé sur le leader, tandis que dans le jazz, on a vraiment tous une importance égale. Enfin, on construit la musique de la même façon. Et je pense que c'est ça, non? Ça serait impossible d'imaginer payer des musiciens, enfin les musiciens qui ont la même valeur. La même implication. Ouais, la même implication. De les sous-payer, quoi, j'imagine. Je voulais revenir aussi sur un autre sujet qu'avait abordé Marie Buscato. C'était certaines facilités sociales, c'est-à-dire quand on a des contacts déjà préétablis ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez observé, je sais pas, des musiciens ou musiciennes qui avaient des portes d'entrée, quoi, un peu prédéfinies? Alors, moi, j'ai pas observé ça. Par contre, j'ai observé que, en grande majorité, les musiciens de jazz étaient des enfants, enfin, des enfants de bourgeois, ou en tout cas de la classe moyenne plutôt haute. Comme s'il y avait quand même un petit matelas amortisseur qui permettait cette prise de risque, parce que c'en est une. Hein. Alors je sais pas dans le classique, je connais pas, hélas, je peux pas comparer avec d'autres milieux, mais ça c'est un fait que généralement les pianistes, déjà pour avoir un piano chez soi, ça dit quand même, mais pas que les pianistes, enfin voilà. Donc après, il y a des exceptions, je pense qu'on en fait partie. Mais ouais, c'est ce que j'ai pu observer. De votre côté, vous avez c'est vrai. Ça comment? Moi, encore une fois, je peux parler de ma génération, c'est ce que je connais le mieux, mais il y en a beaucoup qui sont propriétaires de leur appart, qui a été payé par les parents. Donc évidemment, c'est plus facile. Après, je trouve qu'il y a un truc, moi, j'ai pas connu ça. Moi, en fait, j'avais pas le choix, quoi. Il fallait que je m'en sorte, impérativement. Ouais. Il fallait que je gagne ma vie très tôt et que je m'en sorte. Et du coup, voilà. Et en plus, vous vouliez vivre de la musique, donc il y avait cette... Ah non, mais c'était ça ou faire quoi, en fait? Parce que, oui, j'aurais pu faire un autre métier, mais j'allais pas être heureuse. J'avais pas envie de faire autre chose. Et ma famille m'aidait pas, donc il fallait... Donc voilà, après, quand c'est comme ça, j'ai joué dans les bars, j'ai fait des soirées privées quand j'étais jeune. Hein. Ouais. J'ai joué dans des mariages, j'ai même fait la Manche. À Saint-Germain-des-Prés, mes potes de fac, ils allaient bosser chez Decathlon ou je sais pas quoi, et moi, je me mettais à Saint-Germain-des-Prés et puis je jouais, quoi. Et voilà, mais c'est que ça pouvait pas être autrement. Après, c'est vrai que je vois les potes qui ont eu des apparts de famille, des machins, il y avait moins l'urgence. Et vous, Sophie, comment ça s'est passé de votre côté? J'ai un peu fait pareil que toi, sauf que moi, je me destinais à des études littéraires. J'ai fait quand même une espèce de demi-tour sur l'autoroute en disant, ouais, mais je pourrais pas. Ouais. Je pourrais pas vivre sans la musique. Donc finalement, je me suis pas jamais posé la question du métier. J'ai été entraînée, un pas en amenait un autre. Ouais, c'était inexorable, quoi. C'était un peu inexorable. Après... avec le recul, encore une fois, je me dis que c'est une vocation qui implique beaucoup de sacrifices et que la musique ne comble pas toujours ou n'adoucit pas toujours parce que voilà, il y a la vie aussi. Parcours social au sein de la musique, comment ça s'est passé? Oui, après, les appartements payés par les parents, ça j'ai pas connu, mais par contre j'ai très tôt, comme toi, été intermittent du spectacle, ce qui est une chance inouïe. C'est un système qui vous protège socialement. Qui nous protège. Pendant 10 mois et demi. Ah non, c'est un an maintenant. C'est un an, mais c'est vrai que c'est d'une précarité terrible hein, pour ce qui est de fonder une famille, etc. Ça implique énormément de choses, ça a des conséquences énormes, mais c'est quand même une chance. On a ça. Vous considérez ça comme... vous pouvez vivre de votre incroyable. passion. C'est prodigieux. Les autres sont obligés de faire des métiers à côté. C'est pas notre cas, quoi. Donc, Oui, donc il y a effectivement d'autres musiciens, en tout cas sur la scène jazz, qui ont des conditions sociales d'existence beaucoup plus compliquées, comme vous dites, qui sont obligés de travailler à côté. Moi, des fois, on ne trouve pas de formation. J'estime aussi que donner des cours à plein temps, pour moi, c'est un autre métier. Moi, j'ai pratiquement jamais donné de cours. Et pour moi, c'est autre chose, quoi. Je pourrais en donner sûrement, peut-être que j'en tirerais du plaisir, mais pour moi c'est vraiment autre chose. Donc j'ai entre guillemets la chance, ou peut-être que je passe à côté de quelque chose, mais de ne pas avoir à donner de cours. Voilà, mais après c'est aussi, pour répondre à cette histoire de précarité, elle s'accentue légèrement parce que les médias
dans les médias, on est de plus en plus sous-représenté. Le jazz est de plus en plus Oui. sous-représenté. Et, Non, c'est que sur quelques niches comme le TSF Jazz, voilà, à la la radio, télévision, il n'y a plus du très tout, peu de place. ou très 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 peu. Les radios de moins en moins, donc enfin de grande écoute, quoi. Ouais. Ça, c'est un problème. Et bah justement, pour revenir sur la question du jazz, et notamment des femmes dans le jazz, il y a quand même, je parlais dans l'introduction, des vocalistes, Billie Holiday, qui sont en plus connus pour avoir des tempéraments très forts. Par exemple, moi, la chanson No Regrets de Billie Holiday, voilà. Et du coup, est-ce que quand même ces femmes-là, ces vocalistes, même si vous êtes instrumentiste, ont eu une certaine influence sur votre vocation, sur le fait de se dire, moi aussi je peux le faire, je peux y arriver, je vais... Parce que moi, je peux pas dire que non pas parce qu'elles étaient vocalistes, mais comment dire, il n'y a pas eu d'influence sur ma vocation, puisque pour moi, il y avait Coltrane et il n'y avait que Coltrane. C'était un peu monomaniaque à ce moment-là, au moment où tout se décide finalement. Ensuite, bien sûr, oui, moi ce que je perçois d'elles et ce que j'espère essayer de m'accaparer, en tout cas, c'est cette force, quoi. Cette force de conviction, cette détermination. Mais ça dépasse la musique. Ce sont des grandes dames, et c'est ce que je perçois aussi chez Rhoda Scott. Enfin, il y a quelque chose qu'il faut réussir à capter. Mais voilà, ça dépasse. Pour vous aussi, je suppose. C'est la même chose que pour Sophie. Alors, non. Encore une fois, pendant des années, en fait, finalement, jusqu'à ce que je rentre au CNSM, je me suis jamais posé la question de savoir si le fait que j'étais une femme qui joue de la batterie, c'était bizarre ou différent, quoi. Donc moi, juste ce qui me rendait heureuse, c'était jouer avec des gens. Et je découvrais plein de musique, de musiciens, mais je peux pas dire que ça soit une femme forcément. Enfin, en fait, il y a un moment, c'est la musique et point barre. On s'en fout de, excusez-moi, je vais être un peu crue, de si on a une bite ou un vagin, quoi. Enfin, la musique, c'est la musique. Et donc, pourquoi, parce que je suis une femme, je serais plus influencée par des femmes? Voilà, c'est pour moi, la musique, elle dépasse le sexe, la religion, la couleur de peau, enfin tout, quoi. C'est de la musique Et c'est tout. Et point barre, quoi. Ouais. Vu que vous aviez évoqué Rhoda Scott, vous avez toutes les deux joué pour le Lady Quartet. Et je voulais savoir si je voulais que vous nous en parliez. Comment ça s'est fait, comment ça a fonctionné, comment vous êtes retrouvées toutes ensemble, et puis ce que ça a pu vouloir dire aussi de jouer, parce que je ne sais pas s'il y en a déjà eu d'autres, des quartets exclusivement composés de femmes, mais... Si, ça, bien sûr, il y a plein de groupes féminins qui ont existé. Après, comment ça s'est produit? Finalement, je crois que c'est un agent qui a monté, c'est un homme qui a monté le groupe, c'est marrant. C'était pour remplacer Abbey Lincoln qui ne pouvait pas venir jouer à Vienne, je crois, parce qu'elle a très peur de l'avion. Et donc au dernier moment, le groupe a été monté. Donc il y avait RL Besson, Julie Saury, Rhoda Scott et moi. C'était ça le quartet d'origine, on va dire. Ça a continué quelques années. Toi, Anne, tu as assez vite remplacé Julie aussi de temps en temps. Et puis voilà, après il y a eu Lisa Cabero, Géraldine Laurent aussi qui a fait quelques remplacements. Et maintenant il y a le All-Star avec 2 batteries et toutes les soufflantes réunies. C'est devenu un big band en fait, c'est plus un quartet maintenant. Ouais, c'est pas tout à fait un big band non plus, hein, parce que c'est 16 musiciens. C'est une moitié de big band. Voilà. Mais qu'est-ce que ça a représenté c'est un peu compliqué. Je ne saurais pas trop répondre à cette question. Sur plein d'aspects, c'était une chance. Et en fait, c'est quelque chose qui continue maintenant. Comme je fais partie du Lady Quartet, je continue d'apprendre en écoutant Rhoda, en la voyant faire.
Et c'est vraiment quelqu'un qui est cher à mon cœur. Vous, de votre côté? Moi aussi, c'est quelqu'un de cher à mon cœur. En fait, le truc qui m'émeut le plus, c'est quand elle joue, elle rayonne. Ouais. Et on sent que c'est l'endroit alors sûrement, il y a plein d'autres endroits où elle est heureuse aussi, mais on sent qu'elle est à sa place, quoi. Elle est à sa place, elle est toujours heureuse d'être là. Et elle a toujours ce truc de petite fille quand elle joue. Ouais. Et Archie Shepp a ça aussi. Le saxophoniste, ouais. Pour Ouais. ceux qui ne savent pas qui est Archie Shepp. Ouais, comme si c'était, on donne un nouveau jouet à un petit garçon ou une petite fille. Alors évidemment, tous les deux, ils ont une expérience de dingue. Puis il y a des années de travail et tout ça, mais le rapport à la musique est toujours dans le jeu et dans la joie. Et je trouve que c'est une belle leçon, parce que, comme disait Sophie, être musicien, c'est pas de tourpeau. Il y a plein de doutes. Comme dans tous les métiers aussi, parfois il y a des moments où on se prend des murs. Voilà, c'est pas toujours évident. Et ces gens-là, que ce soit Roda ou Archie Shepp, qui gardent ce rapport hyper simple au jeu. C'est la communication aussi entre vous, parce que moi je n'ai jamais vu Roda Scott sur scène, mais je n'ai fait qu'écouter. Et c'est vrai que vous jouez ensemble de façon tellement harmonieuse, comme si vous aviez toujours joué ensemble en fait. Et c'est ce côté... Mais aussi, il y a beaucoup de tendresse. Ouais. Qui circule, je pense, parce que de sa part à elle aussi, je pense. Mais nous, on a énormément d'affection pour elle, et c'est peut-être ça qui fait que c'est aussi fluide. Et surtout, moi quand je joue avec elle, je me dis pas je joue avec des femmes, quoi. Ouais. On est vraiment, on est des copains, des copines, peu importe, on est vraiment des gens, on s'entend super bien, et sur scène comme en dehors, donc c'est pour ça que c'est une expérience qui est riche à chaque fois de tellement de joie. C'est comme disait Anne tout à l'heure, finalement il n'y a que la musique, mais point barre. Ah oui. Ça se résume à ça. Et l'humain. Tout devrait se résumer à ça d'ailleurs. On fait de la musique avec aussi ce qu'on et l'humain. Ce qu'on est, ce qu'on ressent les uns pour les autres. Et ça ne veut pas dire que les gens qui ne s'entendent pas vont pas faire de la belle musique. Il y a plein d'histoires de groupes où les mecs ne pouvaient pas se sentir et ils faisaient une musique magique. C'est compliqué, c'est complexe, mais comme l'est la vie, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop simplifier. Et c'est vrai que ces débats hommes, femmes, machin, la place des femmes, tout ça, ça peut devenir vite caricatural. Il faut faire attention à ça. Quand on aborde ce sujet-là, on ne peut pas s'empêcher de poser la question sur, effectivement, de se cristalliser un petit peu sur le débat lui-même, alors qu'en fait, quand je vois la discussion qu'on a, en fait, finalement, le débat, alors oui, il est là, mais en fait, vous voyez, on a parlé d'autres choses. Ouais, on a parlé de plein de choses. On a parlé de beaucoup de choses, effectivement, qui sont sur le débat, mais aussi qui sont vraiment propre à la musique. Ça infuse forcément nos parcours, mais ça ne dit pas tout de notre parcours. Et c'est vrai que pendant des années, je sais pas toi, mais la première question que les journalistes me posaient, moi personnellement, c'était alors qu'est-ce que ça fait d'être une femme dans ce milieu d'hommes? Et j'avoue que ça m'a gonflé. Ouais. J'avoue que vraiment, quand 90% des questions sont là-dessus et jamais sur la musique, jamais sur le fond, ça finit par être un peu gonflant. Mais bon, en même temps, je peux comprendre leur point de vue. Je pense que c'est en train de changer. Déjà, les questions sont un petit peu moins orientées là-dessus. C'est en chemin. Et ces débats ont leur mérite. Et c'est tout ce qu'il y a eu autour de ce phénomène, c'est sûrement intéressant. Après, les palmarès avec une surreprésentation des femmes, ça pose question aussi. Vous voyez, quand il y a 4% de femmes instrumentistes, ou je sais pas, et que d'un coup on retrouve une grosse majorité de femmes sur un palmarès ou un truc. Je suis pas d'accord avec ça. Parce que... oui, c'est vrai qu'on peut en débattre. Ouais, mon parce avis que... n'est pas figé, mais je trouve que ça pose question. Parce que du coup, tu vois un palmarès, tu te dis « Ah tiens, c'est bizarre, il y a beaucoup de femmes. » Sauf que si dans cette année-là, il y a plein de nanas qui ont fait des trucs super, pourquoi parce qu'on se pose pas la question quand il n'y a que des mecs. Non, s'il y a une grosse majorité d'hommes, moi j'ai jamais été choquée par les palmarès de je sais plus quoi, des victoires où il y avait que des hommes. Ça m'a jamais... Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu un débat. Je ne pas poser la question, je sais que ça avait défrayé la chronique, mais franchement, je vois pas trop pourquoi. Il y a une grosse majorité d'hommes, donc... Bon, il se trouve que cette année-là, peut-être qu'il y avait des hommes qui avaient fait des choses plus intéressantes. Ok, super. Ouais, le problème, c'est que ça peut dévaloriser aussi les femmes
alors qu'on veut les valoriser. C'est très, très, très délicat comme... Ouais, je reviens toujours à ça, c'est la musique, quoi. Oui, mais les gens ne fonctionnent pas forcément comme ça. Ouais, mais quand je vois les palmarès qu'il y a pu y avoir ces dernières années, par exemple aux Victoires, l'année où c'était que des hommes, j'ai trouvé que c'était mérité. L'année dernière, il y a eu, je sais plus qui a gagné, mais enfin, à chaque fois, je me suis dit, par rapport à l'actualité en cours, les choses qui se passaient, pour moi, ça faisait sens, en fait. Oui, non, mais là moi, je citais rien en particulier. Hein. Ouais. C'est là tout, en fait, c'est Donc, toute la question de trouver l'équilibre entre le débat qui est, comme vous le disiez, juste, parce que quand Ouais. même, c'est une question qu'il faut se poser, parce que Sûrement. faut que les choses continuent d'évoluer dans le bon sens. Exactement. Ouais. Mais en même temps, rester aussi sur une conversation qui soit musicale. C'est-à-dire pas juger un palmarès sur ah, il y a trop d'hommes, il n'y a pas assez de femmes, mais en fait, peut-être Donc, qu'effectivement, on va comme rééquilibrer Diane, un peu on arrête de artificiellement. parler de musique et on parle trop de Bah, l'aspect voilà, social et c'est ça, sociétal. c'est ça qu'il faut pas. Trouver l'équilibre, en fait, il faut parler des deux, mais avec un bon équilibre, je suppose. Ouais. Et ça, c'est pas facile. Et alors, pour finir cet entretien, on va peut-être parler de vos projets respectifs, pour parler pure musique, là, pour le coup. Qu'est-ce que vous faites en ce moment Qu'est-ce que vous avez de prévu Un disque Alors moi je fais une création là le 30 mai à Coutances de mon prochain projet qui sera j'espère un disque. Ça va s'appeler Joy. Et c'est avec Mohamed Abozekri au oud et au chant, Damien Argentieri au piano, Wassim Halal à la derbouka, Donald Contumano à la batterie et Philippe Hartz au piano, à la contrebasse, pardon. Je me suis perdue en route. D'accord. Voilà, un sextet. Et donc voilà, c'est le début de l'aventure, mais j'espère que... Enfin, a priori, c'est chouette. Ok. Moi, j'ai sorti un disque au mois de janvier qui s'appelle Bright Shadows. Donc là, on est en plein dans la tournée, quoi. Il y a pas mal de trucs. On joue à la Philharmonie de Paris le 15 juin. Ouais. Il y a des belles choses à venir à la rentrée aussi. Donc là, c'est essentiellement ce truc-là que je tourne. Après, je suis résidente au Festival Jazz sous les Pommiers. Donc là, cette année, je fais 2 créas. Ouais. Une avec des rappeurs et une autre avec des musiciens qui viennent du Brésil. Et puis plein de d'essais de différents projets. J'essaye plein de trucs. Mais je dirais que c'est quand même là, c'est la tournée de Bright Shadows et on va ressortir des titres cet automne de ce même groupe, des nouvelles choses. Voilà. Donc là, je suis assez focus sur ce projet-là. The sun. I worry in the sun. Swaying into light means to me nothing at all. Super, écoutez, merci encore Anne et Sophie d'avoir accepté cet entretien. Merci. Merci aussi au Sunset, encore une fois, de nous avoir accueillis ici. Et merci aux Socios, grâce à qui on peut faire ce genre d'entretien. Pour rappel, ce sont des citoyens qui nous financent, qui financent le média avec leur argent, donc ce qui permet qu'on puisse rester libre, indépendant et de pouvoir traiter les sujets qu'on souhaite, notamment celui à la fois du féminisme et de la musique. Voilà, merci beaucoup.